Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état de nature l'état de leur naissance. Cette ruse des tyrans d'abêtir leurs sujets n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fut emparé de leur capitale et qu'il eut pris pour captif Crésus, ce roi si riche. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l'obéissance. Mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville, ni être obligé d'y tenir une armée pour la maîtriser, il s'avisa d'un expédient admirable pour s'en assurer la possession. Il y établit des bordels, des tavernes et des jeux publics, et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s'y rendre. Il se trouva si bien de cette garnison que par la suite, il n'eut plus à tirer l'épée contre les Lydiens. Le théâtre, les jeux, les farces, le spectacle, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres telles drogueries, c'était aux peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements avaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi les peuples, assotis, trouvant beaux ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui leur passait devant les yeux, s'accoutumaient à servir aussi niaisement, mais plus mal, que les petits enfants qui, pour voir les luisantes images des livres enluminés, eux, apprennent à lire. Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin
et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. L'amour démesuré qu'affiche le larbin à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires est l'acte de foi qui structure son discours. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bien pour lui, il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Les arguments économiques qu'il invoque inlassablement n'ont pas servi à forger sa conviction. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches. Il aime les riches parce qu'il est un larbin. De tendance nettement libérale, le larbin est celui qui vous vante les bienfaits du bouclier fiscal, alors même qu'il ne paye pas d'impôts. C'est encore le même larbin qui voudrait réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune, même s'il sait qu'il ne sera jamais concerné par la question. Un écervelé victime du syndrome du larbin n'a pas de conscience politique. Il vote instinctivement dans l'intérêt de ceux qui l'exploitent, pour s'attirer leur bienveillance. Le larbin estime que l'argent qui lui fait défaut est beaucoup plus utile dans le coffre d'un riche, qui pourra ainsi le réinvestir beaucoup plus utilement qu'il ne l'aurait lui-même dépensé. Le larbin cautionne tous les sacrifices et les plans d'austérité dont il pourrait être l'objet, comme la baisse des salaires ou l'augmentation de l'âge de la retraite, même si son travail ne lui convient d'aucune façon et que ses maîtres ne lui offrent aucune perspective d'améliorer sa condition. Deux théories principales s'affrontent pour expliquer l'origine du syndrome, la thèse génétique et la pathologie mentale. Après des siècles d'esclavage et de féodalité, les larbins pourraient être le produit d'une sélection artificielle des soumis par leurs maîtres. La transmission génétique des caractères aurait favorisé la sélection d'une souche vivace de larbins domestiques au profit d'une nouvelle espèce de primate, l'Homo larbinus. Selon cette hypothèse, le mécanisme en œuvre serait similaire à la sélection des chiens et des chevaux, mais directement appliqué à l'homme. Pour les tenants de la pathologie mentale, le caractère héréditaire n'est pas retenu. Il s'agirait plutôt d'un trouble qui se développerait dès l'enfance. Le processus s'aggraverait au passage à l'âge adulte, lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition. Le larbin développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Le larbin finit ainsi par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenant au corps social qu'il exploite. Le larbin réagit vivement à toute discussion qui ose remettre en cause les privilèges des plus fortunés, incapable de se livrer à une argumentation convaincante. Ces messages distillent la peur et les intimidations dont il est l'objet. En réaction, le larbin brandit instinctivement une succession de termes caractéristiques qu'il essaye de glisser dans son discours tels que communisme, bolchevique, tirage vers le bas, Corée du Nord, isolement, dictature socialiste, évasion fiscale, paupérisation, millions de morts, etc., etc. Les quelques messages suivants portent la quasi-signature littéraire d'un larbin digne de ce nom. Les riches, il faut les bichonner, les câliner. Si on les spolie trop, ils s'installeront ailleurs. Le bolchevisme, non merci, les Russes ont essayé en 17. Comme en Corée du Nord ou en Zimbabwe. La fortune de Bill Gates, ça fait 3 pizzas par Africain. Et après, on fait quoi? Si les riches disparaissent, on pourra plus leur vendre de produits de luxe. Ma patronne paye trop de charges. Les parachutes dorés, c'est une compensation pour dissuader de saboter davantage l'entreprise. Divisé par le nombre de salariés, ça fait beaucoup moins que dans une seule poche. Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis intellectuellement comme on pourrait le penser. Il affecte une large fourchette de la population sans corrélation apparente avec le niveau d'études. 20% de la population pense faire partie des 1% les plus riches. Les larbins sévissent en masse sur les forums d'économie, dont l'étude de cette discipline semble en aggraver les symptômes. Le paysage politique, avec l'élection d'un président au service des plutocrates, révèle un seuil de contamination critique dans la patrie des droits de l'homme. La situation est grave, mais peut-être pas complètement désespérée. Et les symptômes ne cessent d'évoluer au fil de l'actualité. Aussi, aidez-nous à maintenir et à diffuser cette vidéo
pour lutter efficacement contre ce fléau des temps modernes. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr, ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place, et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est en l'être humain. Pas dans un seul homme, pas dans un groupe d'hommes, mais dans tous les hommes. En vous, vous le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient, ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses, jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous.